En recevant une livraison, le millionnaire s'est figé en voyant que la livreuse était identique à son amour de jeunesse. Elle avait été déclarée morte il y a 27 ans. La pluie battait contre les immenses baies vitrées de la propriété de la Croix à Neuilly-sur-Seine, créant cette mélodie monotone qui accompagnait toujours les journées où Sébastien se perdait dans ses souvenirs. À 51 ans, il dirigeait son empire pharmaceutique d'une main de fer, mais certains après-midi, comme celui-ci, le passé venait frapper à sa porte avec l'insistance de cette pluie d'octobre. Installé dans son bureau aux Boiseries Centenaires, Sébastien contemplait la photo encadrée posée sur sa table de travail. Isabelle Garnier, 25 ans à jamais, le sourire éclatant, ses yeux dorés qui l'avaient fait chavirer dès leur première rencontre à la faculté, 26 ans déjà qu'elle était partie, 26 ans qu'il portait ce vide béant dans la poitrine. « Monsieur ?» La voix de sa secrétaire le tira de sa rêverie. « Votre mère souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Sébastien soupira. Victoire Delacroix, 76 ans et toujours aussi redoutable qu'un général en campagne. Depuis la mort de son mari, elle s'immisçait encore davantage dans les affaires de son fils unique, persuadée qu'il avait besoin de ses conseils pour tout. « Dis-lui que je suis occupée. On se verra ce soir. » Elle a insisté, monsieur. Elle a dit que ça concernait mademoiselle Garnier. Le sang de Sébastien se glaça. Sa mère n'évoquait jamais Isabelle. Jamais depuis l'accident. Ce nom était devenu tabou dans la famille Delacroix. Quelques minutes plus tard, Victoire fit son entrée avec cette élégance glaciale qui la caractérisait. Tailleur Chanel, cheveux gris argentés impeccablement coiffés, elle incarnait la bourgeoisie parisienne dans ce qu'elle avait de plus raffiné et de plus impitoyable. « Tu ressasses encore, mon chéri ?» Elle s'approcha du bureau, ses yeux perçants fixés sur la photo d'Isabelle. « Après toutes ces années, il faut que tu tournes la page. Maman, on en a déjà parlé 1000 fois. Justement. » Victoire s'assit face à lui, croisant ses mains gantées sur ses genoux. « J'ai reçu un appel troublant ce matin. Quelqu'un prétend avoir des informations sur l'accident d'Isabelle. Des informations nouvelles. » Sébastien se redressa, le cœur battant. Qui? Qu'est-ce qu'il voulait? Probablement un escroc qui espère soutirer de l'argent. Tu sais comme ces gens-là sont sans scrupules. Elle marqua une pause, étudiant la réaction de son fils. J'ai pensé qu'il valait mieux te prévenir avant que tu ne fasses quelque chose d'imprudent. Avant que Sébastien puisse répondre, la sonnette de l'entrée retentit, un son aigu, insistant, qui résonna dans toute la demeure. « Vous attendez quelqu'un ?» demanda Victoire. « Une livraison urgente du laboratoire, des documents que je dois signer avant demain. » Sébastien se leva, soudain agacé par cette conversation qui ne menait nulle part, comme souvent avec sa mère. Il avait l'impression qu'elle lui cachait quelque chose, qu'elle manœuvrait dans l'ombre. Mais quoi? Et pourquoi? Il descendit l'escalier de marbre, ses pas résonnant dans le hall d'entrée aux dimensions cathédraliques. La pluie redoublait d'intensité, martelant les pavés de la cour d'honneur à travers la porte vitrée. Il distingua la silhouette d'une jeune femme en uniforme de coursier, un casque sous le bras, qui tentait de se protéger de l'averse. Sébastien ouvrit la porte, et le monde s'arrêta. La jeune femme leva les yeux vers lui, et ce fut comme si une décharge électrique le traversait de part en part. Ses yeux dorés, exactement les mêmes, cette fossette au menton, cette façon d'incliner légèrement la tête sur le côté, le même nez délicat, la même bouche parfaitement dessinée. Isabelle, c'était Isabelle, à 25 ans, debout devant lui, trempée par la pluie d'octobre. « Bonsoir, monsieur. J'ai une livraison urgente pour monsieur Delacroix. » Sa voix, mon Dieu, même sa voix était identique. Cette intonation douce, ce léger accent de banlieue qu'Isabelle n'avait jamais réussi à perdre complètement, Sébastien ne parvenait plus à respirer. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'il était sûr qu'elle l'entendait. Le monde tournait autour de lui, les couleurs se mélangeaient, et soudain, ses jambes se dérobèrent, il s'effondra. « Monsieur. »« Monsieur, ça va ?» La jeune femme se précipita vers lui, laissant tomber son paquet sur le perron. « Quelqu'un, à l'aide. » Quand Sébastien reprit conscience, il était allongé dans le salon, Victoire penchée au-dessus de lui, avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Presque, effrayé. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-il, la tête encore lourde. « Tu t'es évanoui, mon chéri. Cette jeune femme a appelé les secours. Mais ça va mieux maintenant. » Victoire lui tendit un verre d'eau.
Le médecin dit que c'est probablement la fatigue. Tu travailles trop. Sébastien se redressa péniblement et son regard se porta immédiatement vers l'entrée du salon. Elle était là, la coursière, debout près de la porte, visiblement mal à l'aise, dans la lumière du salon. La ressemblance était encore plus saisissante. « Vous allez mieux ?» demanda-t-elle. Et de nouveau, cette voix qui le bouleversait jusqu'au tréfonds. « Oui, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Il se leva, vacillant légèrement. « Comment vous appelez-vous ?»« Élise. Élise Morel. » Elle hésita un instant. « Écoutez, je ne voudrais pas être indiscrète, mais est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Vous avez eu une réaction si... » Non, Sébastien mentait. Et il le savait. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Mais il la connaissait. Il connaissait chaque trait de ce visage, chaque expression, chaque sourire. Non, nous ne nous sommes jamais vus. Victoire s'interposa avec l'habileté d'une diplomate. Ma chère enfant, merci beaucoup pour votre aide. Mon fils est effectivement très fatigué ces derniers temps. Elle tendait déjà un généreux pourboire à Élise. Vous pouvez partir maintenant. Attendez. Sébastien fit un pas vers la jeune femme, ignorant le regard réprobateur de sa mère. Élise, c'est ça. Pouvez-vous me parler de vous, de votre famille? Élise fronça les sourcils, surprise par la question. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai été élevée par ma tante, Solange Morel. Elle est infirmière. Enfin, elle est à la retraite maintenant. Et vos parents? Ma mère est morte en me donnant naissance. Mon père. Elle haussa les épaules avec une tristesse résignée. Ma tante n'a jamais voulu me dire qui c'était. Elle dit que ça n'a pas d'importance, que l'important c'est qu'elle m'ait aimé. Le cœur de Sébastien se serra. Cette histoire, il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose d'important. Quel âge avez-vous? 25 ans. Elle le regardait maintenant avec une curiosité évidente. Pourquoi toutes ces questions? 25 ans? Exactement l'âge qu'aurait eu l'enfant d'Isabelle si elle avait été enceinte quand elle était morte? Sébastien, ça suffit. Victoire prit fermement le bras de son fils. Cette demoiselle doit partir. Tu as besoin de te reposer. Mais Sébastien n'écoutait plus. Il fixait Élise, cherchant d'autres ressemblances, d'autres indices. Et soudain, il la vit porter machinalement la main à son cou, exactement comme le faisait Isabelle quand elle était nerveuse. Le même geste. Exactement le même geste. « Excusez-moi » balbutia Élise, visiblement troublée par l'intensité de son regard. « Je dois vraiment y aller. » Elle partit rapidement, laissant Sébastien seul avec ses questions et sa mère qui l'observait avec une attention inquiétante. Dehors, la pluie continuait de tomber, et quelque part dans Paris, une jeune femme qui ressemblait trait pour trait à son amour perdu rentrait chez elle. Sans savoir qu'elle venait de bouleverser à jamais la vie d'un homme qui la cherchait depuis 26 ans, cette nuit-là, Sébastien ne ferma pas l'œil, allongé dans son lit king size. Il fixait le plafond, où dansaient les ombres des branches du vieux chêne de la cour. Chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage d'Élise apparaissait, se superposant à celui d'Isabelle, dans un jeu cruel de son imagination. À 5 heures du matin, il abandonna tout espoir de sommeil et descendit dans sa cuisine. La maison était silencieuse. Victoire dormait encore dans l'aile ouest. Il se prépara un café serré et s'installa devant la fenêtre qui donnait sur le jardin. Les premières lueurs de l'aube percèrent le brouillard matinal. Élise Morel, 25 ans, élevée par une tante infirmière. Mère morte en couche, père inconnu. Tous les éléments s'assemblèrent dans sa tête comme les pièces d'un puzzle macabre. Si Isabelle avait été enceinte quand elle était morte? Non, c'était impossible. Il l'aurait su. Elle le lui aurait dit. Mais alors, comment expliquer cette ressemblance troublante, à 8 heures précises? Il appela son bureau pour annuler tous ses rendez-vous de la journée. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 26 ans. Il se rendit sur la tombe d'Isabelle. Le cimetière du Père Lachaise était encore désert à cette heure matinale. Sébastien marcha entre les allées pavées, ses pas résonnant dans le silence. La tombe d'Isabelle était simple, élégante. Une stèle de marbre blanc avec son nom, ses dates de naissance et de mort, et cette phrase qu'il avait fait graver, « L'amour ne meurt jamais », il déposa les roses blanches qu'il avait achetées en chemin et s'agenouilla devant la pierre froide. « Isabelle, murmura-t-il, si tu peux m'entendre. J'ai besoin de savoir, cette fille. Élise,
Qui est-elle? Pourquoi te ressemble-t-elle autant? Le vent faisait bruisser les feuilles mortes. Seule réponse à ces questions. Quand il rentra à Neuilly, Victoire l'attendait dans le petit salon, habillée pour sortir. Où étais-tu passé? J'étais inquiète. Au cimetière. Le visage de sa mère se durcit imperceptiblement. Sébastien, cette obsession n'est pas saine, hier soir, avec cette coursière. Elle lui ressemble trait pour trait, maman. Ce n'est pas possible que ce soit un hasard. Les hasards existent, mon chéri. Le monde est plein de gens qui se ressemblent. Victoire ajusta ses gants de cuir. Promise-moi de ne pas faire quelque chose de stupide. Cette fille est une parfaite inconnue. Mais Sébastien avait déjà pris sa décision. Dès que Victoire fut partie pour son rendez-vous chez le coiffeur, il se dirigea vers son ordinateur et tapa « Raphaël Fontaine, enquêteur privé ». L'homme qu'il contacta avait une réputation excellente dans les affaires délicates, spécialisé dans les recherches généalogiques et les disparitions. Raphaël Fontaine était discret, efficace, et n'avait pas peur de creuser là où d'autres n'osaient pas. Ils se retrouvèrent dans un café discret du 16e arrondissement. Fontaine était un quinquagénaire aux cheveux grisonnants, au regard perçant et à l'allure décontractée qui contrastait avec le sérieux de son métier. « Monsieur Delacroix, j'ai bien reçu votre appel. Vous souhaitez des informations sur une certaine Élise Morel. C'est bien ça. » Sébastien lui tendit une photo qu'il avait discrètement prise avec son téléphone la veille. Quand Élise était penchée sur lui après son malaise, « Mon Dieu !» murmura Fontaine en étudiant le cliché. « Cette ressemblance avec la photo que vous m'avez envoyée d'Isabelle Garnier, c'est saisissant. C'est exactement ce que je pense. Je veux que vous enquêtiez sur elle, sur sa famille, ses origines, tout. Et sur l'accident de Mademoiselle Garnier aussi. » Sébastien hésita. Remuer le passé était douloureux, mais nécessaire. « Oui, tout. Je veux comprendre. » Pendant que Fontaine commençait ses recherches, Sébastien ne put s'empêcher de retourner au bureau de poste d'où dépendait Élise. Il prétexta un colis urgent à expédier et eut la chance de la voir pendant sa pause déjeuner. Elle était assise sur un banc, devant le bâtiment, grignotant un sandwich en regardant les passants, dans la lumière du jour. La ressemblance avec Isabelle était encore plus frappante. Même sa façon de manger, de petites bouchées délicates, était identique. Sébastien s'approcha, le cœur battant. « Bonjour, Élise. » Elle leva les yeux, surprise. « Monsieur Delacroix, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez mieux? » « Oui, merci. Écoutez, je voulais m'excuser pour hier soir. Mon comportement était... étrange. Un peu, oui. » Elle sourit. Et ce sourire était exactement celui d'Isabelle. Mais bon, on a tous nos mauvais jours. Sébastien s'assit à côté d'elle, sans y être invité. « Élise, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle le regarda avec méfiance. « Ça dépend laquelle. » « Votre tante, Solange, elle ne vous a vraiment jamais rien dit sur vos origines, sur votre mère ?» Élise soupira, reposant son sandwich. « Pourquoi cette obsession avec ma famille? Hier soir déjà. Parce que vous ressemblez énormément à quelqu'un que j'ai connu, quelqu'un d'important pour moi. Votre ex, mon ex-fiancée. Elle est morte il y a 26 ans. » Le visage d'Élise s'adoucit. « Oh, je suis désolée. » Elle réfléchit un instant. « Pour répondre à votre question, tante Solange devient bizarre chaque fois que j'aborde le sujet. Elle change de conversation, ou elle trouve soudain quelque chose d'urgent à faire. Et vous n'avez jamais insisté. Moi aussi, bien sûr, surtout quand j'étais adolescente. Mais elle se mettait dans des états... » Élise marqua une pause. « Une fois, j'ai trouvé une boîte fermée à clé dans son armoire. Quand je lui ai demandé ce que c'était, elle est devenue livide. Elle a dit que c'était des souvenirs douloureux et que certaines choses valaient mieux être oubliées. » Le cœur de Sébastien s'accéléra. « Cette boîte, elle l'a toujours. Je suppose pourquoi. Élise ?» Sébastien la regarda droit dans les yeux. « Et si je vous disais que votre tante vous ment peut-être? Que votre histoire familiale n'est peut-être pas celle qu'elle vous a racontée ?» Élise se leva brusquement, visiblement troublée. « Qu'est-ce que vous insinuez? Que ma tante aurait inventé toute ma vie? Je n'insinue rien. Je dis juste que parfois, les gens gardent des secrets pour protéger ceux qu'ils aiment, même quand cette protection fait plus de mal que de bien. Écoutez, monsieur Delacroix. » Élise ramassa son sac. « Je ne sais pas ce que vous cherchez exactement, mais laissez-moi tranquille, ma famille, mes origines, ça ne vous regarde pas. » Elle s'éloigna rapidement, laissant Sébastien seul sur le banc, mais il avait obtenu ce qu'il voulait, la confirmation que Solange Morel cachait quelque chose,
cette boîte mystérieuse, ses souvenirs douloureux, tout cela renforçait ses soupçons. Le soir même, Raphaël Fontaine l'appela. « Monsieur Delacroix, j'ai du nouveau et ce n'est pas banal. Je vous écoute. L'accident d'Isabelle Garnier, il n'a jamais été officiellement enregistré. » Sébastien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment ça? Jamais enregistré. Aucune trace dans les archives de police, aucun rapport d'accident, aucun constat d'assurance. C'est comme si cet accident n'avait jamais eu lieu. Mais elle est morte. Elle est enterrée au Père-Lachaise. Le certificat de décès existe, oui, signé par un certain Deher, Patrice Lemoine. Mais les circonstances de la mort, c'est le flou total. Sébastien s'effondra dans son fauteuil. 26 ans. 26 ans qu'il pleurait une femme dont la mort n'avait peut-être jamais eu lieu. Et pour Élise Morel, née le 15 avril 1999, à l'hôpital Saint-Antoine, mère déclarée anonyme, et devinez qui était infirmière de service cette nuit-là? Solange Morel. Exactement. Et elle a donné sa démission 3 jours plus tard, après 20 ans de carrière irréprochable. Les pièces du puzzle s'assemblaient, dessinant un tableau de plus en plus inquiétant. Quelqu'un avait menti. Quelqu'un avait organisé cette mascarade. Mais qui et pourquoi? Dans sa chambre, Élise fixait le plafond, incapable de dormir. Les paroles de cet homme étrange résonnaient dans sa tête. Et si Solange lui avait menti, et si toute son existence reposait sur un mensonge, pour la première fois de sa vie, elle envisagea sérieusement de forcer cette maudite boîte. Raphaël Fontaine était le genre d'homme qui ne dormait jamais vraiment. Ancien flic reconverti dans le privé, il avait gardé cette habitude de tourner et retourner les affaires dans sa tête jusqu'à ce que tous les éléments s'assemblent parfaitement. L'affaire de la Croix-Garnier l'intriguait au plus haut point. Dans son bureau encombré du 11e arrondissement, il étalait les documents qu'il avait rassemblés depuis 48 heures. Photos, actes de naissance, certificats, relevés bancaires, un véritable puzzle dont certaines pièces semblaient avoir été délibérément cachées. Son téléphone sonna. Sébastien Delacroix, évidemment. Fontaine, vous avez du nouveau. Toujours aussi impatient, à ce que je vois. Raphaël sourit. Oui, j'ai creusé plus profond, et plus je creuse, plus c'est louche. Je vous écoute. D'abord, l'hôpital Saint-Antoine. J'ai parlé avec d'anciens collègues de Solange Morel, une femme irréprochable, apparemment, 20 ans de service sans une seule remarque négative. Et puis paf, du jour au lendemain, elle démissionne. Ça ne prouve rien. Non, mais attendez la suite. Raphaël consulta ses notes. J'ai épluché ses relevés bancaires depuis cette époque. Solange Morel, infirmière retraitée, touche une pension normale. Mais depuis 20 ans, elle reçoit aussi un virement mensuel de 2500 €. Sébastien se redressa dans son fauteuil. D'où ça vient? C'est là que ça devient intéressant. L'argent transite par une société écran basée aux îles Caïmans, Medica Holding. Une boîte qui n'existe que sur le papier. Vous avez pu remonter jusqu'au vrai propriétaire? J'y travaille, mais ces montages offshore, c'est du boulot. Il me faut encore un peu de temps. Sébastien raccrocha, la tête en ébullition. Quelqu'un payait Solange Morel depuis 25 ans. Quelqu'un qui avait les moyens de monter une société écran sophistiquée. Quelqu'un qui voulait absolument garder ses secrets. Dans son appartement de Belleville. Élise tournait en rond depuis le matin. Elle avait appelé malade au travail, incapable de se concentrer sur autre chose que les paroles de Sébastien Delacroix. Cette boîte mystérieuse hantait ses pensées depuis l'adolescence. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle avait vraiment envie de découvrir ce qu'elle contenait. Solange était partie faire ses courses au marché. Elle ne rentrerait pas avant 1 heure. C'était maintenant ou jamais. Élise se dirigea vers la chambre de sa tante. Le cœur battant. L'armoire ancienne trônait contre le mur, massive et imposante. Au fond, derrière les robes soigneusement rangées, se trouvait cette fameuse boîte qu'elle avait aperçue une seule fois, des années plus tôt. Elle écarta les vêtements et la découvrit. Une boîte à chaussures ordinaire, fermée par un cadenas minuscule. Rien d'extraordinaire en apparence, mais qui recelait peut-être les réponses à toutes ces questions. Élise prit la boîte et l'examina. Le cadenas était vieux, rouillé, avec un trombone et un peu de patience. Elle pourrait sûrement l'ouvrir. Mais une fois qu'elle aurait franchi cette ligne, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Elle inspira profondément et commença à trafiquer la serrure. Pendant ce temps, dans les bureaux de Medica Holdings au Caïman,
Raphaël Fontaine avait mobilisé ses contacts. Ancien de la brigade financière, il connaissait les rouages de ces montages complexes. Il fallait juste savoir par quel bout tirer le fil. Son informateur, un expert comptable français expatrié, finit par le rappeler en fin de matinée. « Raphaël, ton Medica Holdings. J'ai trouvé quelque chose. Je t'écoute, Patrick. La société a été créée en 1999, juste après la naissance de ta petite Élise, le bénéficiaire effectif. Tu ne vas pas le croire. Accouche. Victoire Delacroix. » Raphaël faillit lâcher son téléphone. La mère de Sébastien, cette vieille dame distinguée qu'il avait brièvement entrevue lors de leur première rencontre, payait secrètement Solange Morel depuis 25 ans. « Tu es sûr de ton coup ?»« Certain. J'ai tous les documents. Victoire Delacroix est la seule actionnaire de Medica Holdings, qui verse religieusement 2500 € par mois à Solange Morel depuis avril 1999. » Raphaël raccrocha et se dirigea immédiatement vers Neuilly-sur-Seine. Cette fois, il avait de quoi coincer quelqu'un. À Belleville, Élise avait réussi à forcer le cadenas. Ses mains tremblaient quand elle souleva le couvercle de la boîte. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des documents, des photos et des objets qu'elle n'avait jamais vus. La première photo lui coupa le souffle. Une jeune femme enceinte, radieuse, qui lui ressemblait trait pour trait, au dos, une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Isabelle, 7 mois, pour que notre fille sache comme elle était belle. Élise sentit ses jambes se dérober. Sa mère n'était pas morte en couche. Sa mère s'appelait Isabelle, et elle était enceinte de 7 mois sur cette photo. D'autres clichés montraient la même femme avec un homme brun, élégant, qu'elle reconnut immédiatement, Sébastien Delacroix, mais 25 ans plus jeune. Il souriait, amoureux, insouciant. Puis elle trouva des papiers, un certificat de naissance, mais pas le sien, celui d'une certaine Bébé Garnier, née le 15 avril 1999, de mère Isabelle Garnier et de père Sébastien Delacroix. Sébastien Delacroix, son père. Élise s'effondra sur le lit de Solange, la boîte renversée à côté d'elle. Toute sa vie était un mensonge. Sa tante n'était pas sa tante, sa mère n'était pas morte en couche, et l'homme qui l'avait abordée ces derniers jours était son père. Elle entendit la clé tourner dans la serrure d'entrée. Solange rentrait, paniquée. Élise ramassa rapidement les documents et photos, les remit dans la boîte et courut la remettre dans l'armoire. Mais elle garda le certificat de naissance dans sa poche. « Élise, tu es là ?» La voix de Solange résonnait dans le couloir. « Oui, tante Solange, j'arrive. » Élise sortit de la chambre, le visage composé, mais le cœur en déroute. Solange la regarda avec attention. « Tu as une drôle de tête, tu te sens bien. Juste fatiguée, je crois que je couvre quelque chose. » Solange posa ses courses et s'approcha d'elle, inquiète. « Tu veux que j'appelle le médecin ?»« Non, ça va aller. » Élise évita son regard. Pour la première fois de sa vie, elle ne supportait pas de voir cette femme qu'il avait élevée avec tant d'amour, cette femme qui lui avait menti pendant 25 ans. À Neuilly-sur-Seine, Raphaël Fontaine attendait dans le salon des Delacroix. Sébastien faisait les 100 pas. Victoire était assise très droite dans son fauteuil, impassible. « Madame Delacroix ?» commença Raphaël. « Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous versez 2500 € par mois à Solange Morel depuis 25 ans ?» Victoire ne s'y a pas. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Medica Holdings, société offshore dont vous êtes l'unique actionnaire, ça vous dit quelque chose ?» Cette fois, Sébastien vit sa mère pâlir légèrement, mais elle se ressaisit aussitôt. « Mon avocat me déconseille de répondre à vos questions sans sa présence. »« Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Sébastien s'approcha de sa mère, le visage dur. « Qu'est-ce que tu sais sur Isabelle, sur Élise ?»« Je ne sais rien du tout. Cette enquête est ridicule. » « Dans ce cas, dit Raphaël calmement, vous ne verrez aucun inconvénient à ce qu'on exhume le corps d'Isabelle Garnier pour vérifier qu'elle est bien dans ce cercueil. » Victoire se leva brusquement, livide. « Vous n'avez pas le droit. »« Si, madame, avec l'autorisation de la famille. Et Sébastien est légalement son plus proche parent. » Le silence qui suivit fut lourd de menaces. Victoire regardait tour à tour son fils et l'enquêteur, cherchant visiblement une échappatoire. « Maman ?» dit Sébastien d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas. « Dis-moi la vérité, maintenant, ou je jure devant Dieu que je fais exhumer cette tombe demain matin. » Victoire ferma les yeux, comme si elle prenait une décision douloureuse. Quand elle les rouvrit, son masque de grande bourgeoise était tombé. Elle avait soudain l'air de ses 76 ans,
Elle n'est pas dans cette tombe, murmura-t-elle. Sébastien se figea. Qu'est-ce que tu viens de dire? Isabelle, elle n'est pas dans cette tombe. Elle n'a jamais été dans cette tombe. La révélation tomba comme un coup près. Raphaël sortit discrètement son téléphone pour enregistrer la suite. Où est-elle? La voix de Sébastien était à peine audible. Victoire le regarda avec une expression indéchiffrable, mélange de culpabilité et de défi. Elle est vivante. Le silence qui suivit la révélation de Victoire sembla durer une éternité. Sébastien la fixait, incrédule, comme si elle venait de lui annoncer que la terre était plate. Vivante, répéta-t-il dans un souffle. Isabelle est vivante. Victoire détourna le regard, soudain fascinée par le motif du tapis persan. Je n'aurais jamais dû dire ça, mais tu l'as dit. Sébastien explosa, toute sa retenue accumulée pendant des années se libérant d'un coup. 26 ans. 26 ans que je pleure une morte qui n'est pas morte. Où est-elle? Je ne peux pas. Où est-elle? Hurla-t-il. Et Raphaël n'avait jamais entendu un cri contenir autant de douleur. Victoire se leva brusquement, tremblante. J'ai fait ce qu'il fallait pour te protéger, pour protéger notre famille. Cette fille n'était pas pour toi. Cette fille... Sébastien la regardait comme si elle était devenue folle. Cette fille était la femme que j'aimais, la mère de mon enfant. Justement, Victoire retrouva un peu de sa superbe. Une institutrice de banlieue, tu allais gâcher ta vie, dilapider l'héritage familial pour une. La gifle claqua si fort que Raphaël sursauta. Sébastien venait de frapper sa mère pour la première fois de sa vie. Ne termine jamais cette phrase, siffla-t-il entre ses dents. Jamais. Victoire porta la main à sa joue, ses yeux se remplissant de larmes. Mais ce n'était pas de la tristesse qu'on y lisait, c'était de la rage. Tu ne comprends rien. J'ai sacrifié ma vie entière pour bâtir cet empire. Ton père et moi, nous avons tout donné pour que tu aies la place qui te revient dans ce monde. Et toi, tu étais prêt à tout jeter pour une. Sors. La voix de Sébastien était devenue dangereusement calme. Sors de cette maison maintenant. C'est ma maison aussi. Plus maintenant, tu as 1 heure pour faire tes bagages. Victoire le regarda avec incrédulité. Tu ne peux pas me chasser. Je suis ta mère. Ma mère est morte il y a 26 ans, le jour où elle a décidé de détruire ma vie. Victoire quitta la pièce en claquant la porte, laissant Sébastien et Raphaël seuls. L'enquêteur attendit quelques minutes avant de reprendre la parole. « Monsieur Delacroix, il faut qu'on retrouve Isabelle, et vite. » « Pourquoi vite ? Parce que maintenant que votre mère sait qu'on est sur la piste, elle va peut-être tenter quelque chose de désespéré. Pendant ce temps, à Belleville, Élise avait attendu que Solange s'endorme pour ressortir le certificat de naissance de sa cachette. Elle l'avait lu et relu 100 fois, mais les mots restaient les mêmes. Sébastien Delacroix était son père biologique. Elle pensait à tous ces moments où elle s'était sentie différente, où elle avait eu l'impression que quelque chose ne collait pas dans l'histoire de sa famille, les regards inquiets de Solange quand elle posait des questions, ses silences gênés, ses mensonges maladroits. Et puis, il y avait eu cette étrange attirance qu'elle avait ressentie pour Sébastien Delacroix. Pas romantique, non, quelque chose de plus profond, de plus instinctif, comme si son âme reconnaissait la sienne. Elle entendit Solange tousser dans sa chambre. Sa tante était de plus en plus fatiguée ces derniers temps. Élise avait remarqué qu'elle prenait beaucoup de médicaments, qu'elle s'essoufflait rapidement, mais maintenant, elle se demandait si ce n'était pas plutôt le poids du secret qui la rongeait. Le lendemain matin, Élise prit une décision. Elle appela encore une fois malade au travail et attendit que Solange parte pour ses rendez-vous médicaux. Puis elle fouilla méthodiquement l'appartement, dans le bureau de Solange. Elle découvrit un carnet d'adresses usé. Elle le feuilleta jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. D'ailleurs, Patrice Lemoine, clinique Sainte-Hélène, Aix-en-Provence. Ce nom lui disait quelque chose. Elle était sûre de l'avoir déjà entendu. Puis elle se souvint, c'était écrit sur un des papiers de la boîte mystérieuse. Elle nota l'adresse et le numéro de téléphone. Puis continua ses recherches. Dans un tiroir fermé à clé, qu'elle força avec un couteau, elle trouva des relevés bancaires. Les fameux virements de 2500 € mensuels étaient bien là, réguliers comme un métronome depuis 1999. Au dos de certains relevés, Solange avait griffonné des notes. Pour Élise, études. Pour Élise, vêtements. Pour Élise, médecin. Comme si elle justifiait chaque dépense. Élise sentit sa gorge se serrer. Solange l'avait vraiment aimée. Ça ne faisait aucun doute.
mais elle l'avait aussi trahi en lui cachant la vérité sur ses origines, chez les Delacroix. Raphaël avait mobilisé tous ses contacts pour localiser Isabelle Garnier. Il éplucha les registres d'hôpitaux, de cliniques psychiatriques, de centres de long séjour. Une femme de 51 ans, internée depuis 26 ans, ça ne pouvait pas être si difficile à trouver. Sébastien, lui, ne tenait plus en place. Il avait passé la nuit à arpenter sa maison vide, Victoire ayant claqué la porte avec ses valises vers minuit. Pour la première fois depuis des décennies, il était seul dans cette demeure trop grande. Mais paradoxalement, il se sentait plus libre qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Fontaine, du nouveau. Peut-être, j'ai trouvé 3 établissements qui correspondent au profil. Des cliniques privées qui accueillent des patients de long séjour, 2 dans le sud, 1 en Normandie. On y va. Attendez, il faut d'abord qu'on parle à Solange Morel. Elle sait où est Isabelle. Et maintenant qu'elle n'a plus rien à perdre, ils se rendirent à Belleville en fin d'après-midi. Solange venait de rentrer de chez le cardiologue, épuisée. Quand elle ouvrit la porte et vit Sébastien sur le palier, elle devint livide. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« La vérité, Madame Morel, toute la vérité. » Solange jeta un coup d'œil nerveux vers l'intérieur de l'appartement. « Élise n'est pas là. Elle travaille. Tant mieux, on pourra parler tranquillement. » Ils s'installèrent dans le petit salon encombré. Solange évitait soigneusement de croiser le regard de Sébastien. « Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Solange hocha la tête, les yeux fixés sur ses mains. « Vous savez aussi qu'Élise est ma fille. » Nouveau hochement de tête. « Alors dites-moi où est Isabelle. » Solange leva enfin les yeux vers lui, et Sébastien fut frappé par la détresse qu'il y lut. « Ah, monsieur Delacroix, je n'ai jamais voulu, je ne voulais pas faire de mal. Je le sais, mais maintenant, il faut réparer. Pour Élise, pour Isabelle, pour moi. Si je parle, elle va me tuer. Qui ça, elle ? Votre mère. Elle m'a dit que si jamais je révélais quoi que ce soit. » Raphaël se pencha vers elle. « Madame Morel, Victoire Delacroix n'a plus aucun pouvoir sur vous. Son fils l'a chassée de chez lui. Et nous avons toutes les preuves de ses versements. » Solange éclata en sanglots. « J'ai fait ça par amour pour Élise. Quand j'ai vu ce bébé, elle était si petite, si fragile. Et sa mère, mon Dieu, dans quel état elle était ? Où est Isabelle ? Répéta Sébastien, luttant pour garder son calme. Clinique Sainte-Hélène, Aix-en-Provence. Les mots sortirent dans un souffle. Elle y est depuis le début. Sébastien sentit ses jambes se dérober. 26 ans. Isabelle était enfermée dans un hôpital psychiatrique depuis 26 ans. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Rien. » Solange pleurait maintenant sans retenue. « Elle n'a jamais rien eu, c'est juste que votre mère et le donneur, le moine, ils ont falsifié le diagnostic schizophrénie paranoïaque pour qu'elle ne puisse jamais sortir. Le monde s'écroulait autour de Sébastien. Sa mère avait fait interner Isabelle sur un faux diagnostic psychiatrique pour l'empêcher de revenir dans sa vie. Et le bébé, Élise, votre mère voulait la faire adopter. Mais moi, je ne pouvais pas. Cette petite était innocente de tout ça. Alors j'ai proposé de la prendre. Votre mère a accepté, à condition que je disparaisse avec elle et que je ne révèle jamais la vérité. Les 2500 € par mois, c'était le prix de mon silence. Et aussi, pour élever Élise correctement, pour qu'elle ne manque de rien. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit. Élise apparut sur le seuil du salon, le certificat de naissance à la main. « Alors c'est vrai, » dit-elle d'une voix blanche. « Tout ce que j'ai découvert, c'est vrai. » Solange blêmit en voyant le document. « Élise, ma chérie, ne m'appelez plus comme ça. » Élise regardait tour à tour Solange et Sébastien. « Vous m'avez menti, tous, pendant 25 ans. » Élise, Sébastien fit un pas vers elle, mais elle recula. « Non, n'approchez pas. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » Elle tourna les talons et ressortit, laissant derrière elle 3 adultes brisés par 25 années de mensonges. Dehors, Élise marchait sans but dans les rues de Belleville, le certificat de naissance serré contre sa poitrine. Sa vie entière était un château de cartes qui venait de s'effondrer. Mais au milieu de ce chaos, une certitude émergea. Elle devait retrouver sa vraie mère. Élise erra dans les rues de Belleville jusqu'à la tombée de la nuit. Ses pas l'avaient menée machinalement vers le Sacré-Cœur, où elle s'assit sur les marches,
regardant Paris s'illuminer sous ses yeux. Le certificat de naissance froissé dans sa poche lui brûlait la peau comme un fer rouge. Sébastien Delacroix, son père, Isabelle Garnier, sa mère, vivante, quelque part dans une clinique du sud de la France, tout sans quoi elle avait cru s'écrouler, mais paradoxalement, pour la première fois de sa vie, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ces migraines inexpliquées qu'elle ressentait parfois en présence de certaines personnes, cette sensation étrange qu'elle avait eue en voyant Sébastien Delacroix pour la première fois, comme si son corps reconnaissait quelque chose que son esprit ignorait. Quand elle rentra chez elle vers minuit, l'appartement était plongé dans l'obscurité, Solange était couchée, mais Élise entendait sa respiration sifflante à travers la cloison. Elle était de plus en plus malade. Cela ne faisait aucun doute. Le lendemain matin, Élise appela son travail pour poser une semaine de congé. Puis elle s'installa face à Solange qui prenait son petit déjeuner en silence, les yeux gonflés d'avoir pleuré. « Il faut qu'on parle », dit Élise sans préambule. Solange leva vers elle un regard résigné. « Je sais. Depuis combien de temps tu sais que je sais ? Depuis hier matin, tu avais remis la boîte dans l'armoire, mais pas exactement au même endroit. Et puis, tu as une façon de me regarder maintenant, comme si tu ne me reconnaissais plus. » Élise se servit un café, ses mains tremblant légèrement. « Raconte-moi. Tout. Depuis le début. » Solange soupira longuement, comme si elle se préparait à un effort surhumain. « Ça a commencé en avril 1999. Je travaillais de nuit à la maternité de Saint-Antoine. Vers 3 heures du matin, on a fait rentrer une femme enceinte en urgence. Elle était inconsciente, mais pas dans le coma, plutôt comme endormie, très profondément endormie. Isabelle? Oui, elle était magnifique, même dans cet état, et enceinte de 9 mois. Le DEUR, le moine, nous a dit qu'elle avait fait un accident de voiture, qu'elle avait un traumatisme crânien, qu'il fallait faire naître le bébé en urgence. » Élise sentit sa gorge se serrer. Mais ce n'était pas vrai. Non, il n'y avait aucune trace de traumatisme. Aucune blessure, juste cette femme qui dormait d'un sommeil artificiel. J'ai compris plus tard qu'elle était sous sédatifs puissants. Solange marqua une pause, les yeux perdus dans ses souvenirs. Le bébé était né à 4h37, une petite fille parfaite. Tu étais si belle, Élise. Et ma mère, qu'est-ce qui lui est arrivé après l'accouchement? Elle a repris conscience quelques heures plus tard. Elle était désorientée, paniquée. Elle réclamait son bébé. Elle voulait savoir où elle était. Le DEUR. Le moine lui a dit qu'elle avait eu un accident, que son bébé était mort-né. Élise ferma les yeux, imaginant la douleur atroce qu'avait dû ressentir sa mère. Elle ne l'a pas cru. Au début, si, elle était tellement faible. Mais au bout de quelques jours, elle a commencé à poser des questions. Elle disait qu'elle se souvenait de tout jusqu'au moment où elle était montée dans une voiture avec une femme élégante. Après ça, plus rien. Victoire Delacroix. Probablement, Isabelle a commencé à devenir agitée. Elle exigeait de voir son bébé. Elle menaçait d'appeler la police. C'est là que le DEUR, le moine, a décidé de la faire interner. Solange se leva péniblement et alla chercher un verre d'eau. Ses mains tremblaient. « Tu n'es pas obligée de continuer si c'est trop difficile, » dit Élise doucement. « Si, il faut, tu as le droit de savoir. » Solange se rassit. Le diagnostic était bidon, schizophrénie paranoïaque avec épisodes délirants, tous ses souvenirs de l'enlèvement, toutes ses questions sur son bébé, tout ça était catalogué comme des délires. Et toi, tu savais que c'était faux. Bien sûr, cette femme était parfaitement saine d'esprit, juste terrorisée et désespérée. Mais j'étais jeune, j'avais peur de perdre mon travail. Et puis, il y avait toi. Solange regarda Élise avec une tendresse infinie. Tu étais officiellement déclarée sans famille, vouée à l'adoption, quand j'ai vu comment Victoire Delacroix te regardait, comme si tu étais un problème à éliminer. J'ai eu peur pour toi aussi. Alors tu as proposé de me prendre. Madame Delacroix était ravie de se débarrasser de toi. Elle m'a proposé un marché. Je disparaissais avec le bébé. Je ne révélais jamais rien sur Isabelle. Et en échange, elle me versait une pension pour t'élever correctement. Élise se leva et alla à la fenêtre, dans la rue. La vie continuait. Normale. Insouciante, elle enviait ces passants qui ne savaient pas que leur existence pouvait basculer du jour au lendemain. Pourquoi tu n'as jamais essayé de me dire la vérité? Même quand j'ai grandi, j'y ai pensé 1000 fois. Mais Victoire Delacroix m'avait fait comprendre que si jamais je parlais,
Il arriverait malheur à Isabelle, et puis... Solange baissa la voix. J'avais peur que tu me quittes, que tu me reproches de t'avoir arraché à ta vraie famille. Ma vraie famille, c'était toi, pendant 25 ans. C'était toi. Élise se retourna vers Solange. Les larmes aux yeux, malgré la colère, malgré la trahison. Elle ne pouvait pas nier l'amour que cette femme lui avait donné. Tu m'as fait du mal en me mentant, mais tu m'as aussi sauvé la vie. Solange éclata en sanglots. Je suis en train de mourir. Ma chérie, le cardiologue m'a donné 6 mois, peut-être moins. Je ne pouvais pas partir en emportant ce secret. Élise s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. 6 mois. Insuffisance cardiaque sévère. Mon cœur est usé. Trop d'années à porter ce poids, sans doute. Elles restèrent ainsi un long moment, enlacées, pleurant ensemble sur 25 années de mensonges et d'amour mêlés. « Il faut que j'aille la voir », dit finalement Élise. « Ma mère, il faut que j'aille voir Isabelle. » « Je sais. » Solange fouilla dans la poche de sa robe de chambre et en sortit une clé. La boîte. Il y a d'autres choses dedans. Des lettres qu'elle a réussi à me faire passer les premières années, avant qu'il renforce sa surveillance. Élise prit la clé, les mains tremblantes. « Tu viens avec moi, à Aix-en-Provence. Ma chérie, je ne peux plus voyager. Et puis, c'est ton histoire maintenant, à toi de la terminer. » Cet après-midi-là, pendant que Solange se reposait, Élise ouvrit à nouveau la boîte mystérieuse. Cette fois, elle l'examina méthodiquement, découvrant des trésors qu'elle avait manqués dans sa première exploration hâtive. Il y avait des lettres, effectivement, écrites d'une main tremblante sur du papier d'hôpital. « Ma petite Solange, j'espère que cette lettre vous parviendra. Les infirmières me surveillent, mais j'ai réussi à convaincre l'une d'elles de poster ceci. Comment va ma fille? Grandit-elle bien? Ressemble-t-elle à son père? Je pense à elle jour et nuit. C'est la seule chose qui m'empêche de devenir vraiment folle dans cet endroit. Dites-lui que sa maman l'aime, même si elle ne peut pas être avec elle. Un jour, nous serons réunis. J'en suis sûre. Isabelle. » Élise essuya ses larmes et continua sa lecture. Les lettres s'espaçaient dans le temps, devenaient de plus en plus courtes, de plus en plus désespérées. La dernière datait de 2005. « Solange, ils ont renforcé ma surveillance. Je ne pourrai plus vous écrire. Prenez soin de ma fille. Dites-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Dites-lui que son père n'était pour rien dans tout ça. Dites-lui que si elle lit ceci un jour, elle doit savoir qu'elle a été conçue dans l'amour le plus pur. Je t'aime, ma petite fille inconnue. Maman. » Au fond de la boîte, Élise trouva un dernier objet, un bracelet de naissance en plastique. Bébé Garnier, 15-04-1999, fille. Son premier nom, avant qu'elle devienne Élise Morel, ce soir-là, elle appela le numéro de la clinique Sainte-Hélène qu'elle avait trouvé dans le carnet de Solange. « Bonsoir, je souhaiterais prendre rendez-vous pour visiter une patiente, Isabelle Garnier. Un moment, s'il vous plaît. Une longue attente. Mademoiselle, cette patiente ne reçoit pas de visite, ordre médical. Je suis sa fille. Sa fille. » La voix sembla hésiter. « Écoutez, il faudrait que vous vous adressiez directement au DEUR. Le moine, c'est lui qui s'occupe du dossier depuis très longtemps. Je peux avoir ses coordonnées. Il sera à la clinique demain matin. Mais vraiment, mademoiselle, cette patiente, elle n'est pas en état de recevoir des visites. Ça fait des années qu'elle ne reconnaît plus personne. » Élise raccrocha, le cœur serré. Sa mère était non seulement vivante, mais son état s'était dégradé au fil des années. Elle regarda Solange qui dormait dans son fauteuil, épuisée par cette journée d'émotion. Cette femme qui l'avait élevée avec tant d'amour allait bientôt mourir. Et sa vraie mère croupissait dans un hôpital psychiatrique depuis 26 ans. Mais maintenant, Élise avait un nom, Der, Patrice Lemoine, l'homme qui avait ruiné la vie de sa mère, l'homme qui détenait peut-être les clés de sa libération. Demain, elle partirait pour Aix-en-Provence, avec ou sans l'autorisation de qui que ce soit. Le TGV filait vers le sud à travers la campagne française. Élise regardait défiler les paysages par la fenêtre, mais ne les voyait pas vraiment. Son esprit était entièrement focalisé sur ce qui l'attendait à Aix-en-Provence. Dans quelques heures, elle allait rencontrer sa mère pour la première fois depuis 25 ans. À ses côtés, Sébastien fixait ses mains crispées sur ses genoux. Ils avaient à peine échangé 10 mots depuis Paris. Que se dit-on à sa fille qu'on découvre à 25 ans?
Comment rattrape-t-on un quart de siècle de vie manquée? Raphaël Fontaine, assis de l'autre côté de l'allée, consultait le dossier qu'il avait constitué sur la clinique Sainte-Hélène, un établissement privé spécialisé dans les soins psychiatriques de long séjour. Réputation excellente, tarifs exorbitants, discrétion absolue. Le genre d'endroit où les familles fortunées cachent leurs secrets embarrassants. « Monsieur Delacroix », dit-il à voix basse, « il faut qu'on parle stratégie. Le dehors, le moine va tout faire pour nous empêcher de voir Isabelle. Officiellement, elle n'a pas reçu de visite depuis 15 ans. Comment c'est possible ?» murmura Élise. « Personne ne s'est jamais inquiété pour elle. Regardez. » Raphaël lui tendit un document. « Chaque année, le dehors, le moine envoie un rapport à la tutelle judiciaire. État stationnaire, pas d'amélioration, patient non accessible au dialogue, la routine quoi. » Sébastien serrait les poings. 26 ans qu'il la maintient prisonnière avec la complicité de ma mère. Et il a touché combien pour ça? Demanda Élise. Révoltée, d'après mes estimations, entre les frais de séjour et les honoraires médicaux, on parle de plusieurs millions d'euros, tous réglés par les sociétés de Victoire Delacroix. Le train ralentit en approchant d'Aix-en-Provence. Élise sentit son estomac se nouer. Dans 1 heure, elle verrait le visage de sa mère, mais dans quel état la trouverait-elle après toutes ces années d'internement? La clinique Sainte-Hélène se dressait au milieu d'un parc magnifique, à quelques kilomètres du centre-ville. Architecture provençale, façades ocre, jardin impeccablement entretenu, rien qui évoquait l'horreur qui se cachait derrière ces murs accueillants. À l'accueil, une secrétaire souriante les dirigea vers le bureau du dehors, le moine, un homme dans la soixantaine, cheveux blancs, soigneusement peignés, costume impeccable. Il avait cette élégance froide des médecins de la haute société. Monsieur Delacroix, il se leva pour les accueillir, mais son sourire se figea quand il vit Élise. « Mon Dieu, troublant, n'est-ce pas ?» dit Sébastien d'une voix glaciale. « Ma fille ressemble trait pour trait à sa mère, la mère que vous retenez prisonnière depuis 26 ans. » Le dedeur, le moine se ressaisit rapidement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Isabelle Garnier est sous ma responsabilité médicale. Son état mental ne permet aucune visite extérieure. » Son état mental? Élise fit un pas vers lui, les yeux brillants de colère. « Vous voulez dire l'état mental d'une femme saine d'esprit que vous avez fait interner sur un faux diagnostic? Mademoiselle, je vous prie de mesurer vos accusations. Cette patiente souffre de schizophrénie paranoïaque sévère. Elle est dangereuse pour elle-même et pour autrui. » Raphaël sortit son téléphone et lança un enregistrement. La voix de Victoire Delacroix résonna dans le bureau. « Elle n'est pas dans cette tombe, Isabelle. Elle n'est pas dans cette tombe. Elle n'a jamais été dans cette tombe. » Le médecin pâlit. « Où avez-vous eu ça? Votre complice a avoué, docteur. Nous savons tout. Le faux accident, l'enlèvement, l'internement abusif. Vous allez nous conduire à Isabelle, maintenant. C'est hors de question. Cette femme est sous ma responsabilité depuis des années. Son état s'est considérablement dégradé. Elle ne reconnaît plus personne. Elle vit dans un monde imaginaire. Une visite ne ferait qu'aggraver son « Fermez-la !» Sébastien se leva, menaçant. « Conduisez-nous à elle, ou j'appelle la police et les journaux. Votre belle clinique et votre réputation n'y survivront pas. » Le dodeur, le moine les regarda tour à tour, calculant ses options. Finalement, il soupira et décrocha son téléphone. « Infirmière-chef, préparez la patiente de la chambre 847 pour une visite. » Il raccrocha et se tourna vers eux. « Mais je vous préviens, ne vous attendez pas à retrouver la femme que vous avez connue. » Ils traversèrent des couloirs interminables, croisèrent des patients en robe de chambre qui erraient comme des fantômes. L'odeur d'antiseptiques et de médicaments flottait dans l'air. Élise sentit sa gorge se serrer. Sa mère avait vécu dans cet univers pendant 26 ans. La chambre 847 se trouvait au 3e étage, dans l'aile réservée aux patients de long séjour. Le drôle le moine frappa et entra, suivi par le petit groupe. La femme assise près de la fenêtre tourna lentement la tête vers eux. Élise étouffa un sanglot. Malgré les cheveux blancs, malgré les rides, malgré ce regard vide, elle reconnaissait son propre visage. Isabelle, à 51 ans, était exactement ce qu'elle-même serait dans 25 ans. « Bonjour Isabelle », dit doucement le docteur. « Le moine, vous avez de la visite aujourd'hui ?» Isabelle les regarda sans expression, comme si elle voyait à travers eux. Ses lèvres remuaient silencieusement, comme si elle se parlait à elle-même. « Maman »
murmura Élise en s'approchant. « Maman, c'est moi, c'est Élise. » Aucune réaction. Isabelle continua de fixer un point au-delà d'eux, perdue dans son monde intérieur. Sébastien s'approcha à son tour, les larmes aux yeux. « Isabelle, mon amour, c'est Sébastien. Tu me reconnais. Pour la première fois. » Quelque chose bougea dans le regard d'Isabelle. Elle cligna des yeux, comme si elle émergeait d'un rêve très profond. Sébastien, sa voix était rauque, usée par des années de silence. « Tu es venu me chercher ?» Le cœur de Sébastien explosa de joie et de douleur mêlée. « Oui, mon amour, je suis venue te chercher. » « Et notre bébé ?» Isabelle tourna son regard vers Élise. « Ils m'ont dit qu'elle était morte. Mais je savais qu'ils mentaient. » Élise s'agenouilla devant sa mère, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je suis là, maman. Je suis vivante. Je m'appelle Élise. » Isabelle tendit une main tremblante vers le visage de sa fille. « Tu es si belle, exactement comme je t'imaginais. » Le Dodre, le moine tout sauta nerveusement. Il ne faut pas trop la stimuler. Son état mental est très fragile. Son état mental? Sébastien se tourna vers lui, furieux. Elle est parfaitement lucide. Vous l'avez droguée pendant des années pour qu'elle paraisse folle. Les traitements sont nécessaires pour... Quel traitement? Raphaël sortit son carnet. Neuroleptique, antipsychotique, lithium. Le médecin ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Isabelle regardait tour à tour Sébastien et Élise, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'ils étaient vraiment là. « Ils m'ont dit que tu m'avais oublié, » murmura-t-elle à Sébastien, « que tu t'étais marié avec quelqu'un d'autre. Jamais, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Isabelle se tourna vers Élise. « Et toi, ma petite fille, raconte-moi ta vie. Est-ce que tu as été heureuse? » « J'ai eu une enfance heureuse, maman. Solange m'a bien élevée, mais il me manquait quelque chose. Maintenant, je sais ce que c'était. » Solange, Isabelle fronça les sourcils. L'infirmière. Elle était gentille avec moi au début, avant qu'il l'empêche de me voir. Le Dodre, le moine, s'agitait, manifestement mal à l'aise. Cette conversation a assez duré. La patiente a besoin de repos. La patiente a besoin de liberté, répliqua Sébastien. Et elle va l'avoir. Vous n'avez aucune autorité ici. Je suis son médecin traitant depuis que vous l'avez fait interner illégalement sur ordre de ma mère. Raphaël s'approcha du médecin. « Docteur Lemoine, nous avons des preuves de votre complicité dans cette affaire. Enlèvement, séquestration, faux diagnostic médical, vous risquez la prison à vie. Mais si vous coopérez, ajouta Sébastien, si vous nous aidez à sortir Isabelle d'ici et à révéler la vérité, nous pourrions être cléments. » Le Dodre, le moine regarda Isabelle qui souriait pour la première fois depuis des années, entourée de sa fille et de l'homme qu'elle avait toujours aimé. Il savait que le château de cartes était en train de s'effondrer. Mais il avait encore une carte à jouer. Une carte qui pourrait tout changer. « Très bien, » dit-il finalement. « Je vais coopérer. Mais il faut que vous sachiez, Victoire Delacroix n'était pas seule dans cette affaire. Il y a d'autres personnes impliquées, des personnes très puissantes. Si vous révélez la vérité, elles ne vous laisseront pas faire. » Sébastien le regarda droit dans les yeux. « Laissez-les essayer. J'ai perdu 26 ans avec la femme que j'aime et ma fille. Personne ne m'empêchera de rattraper le temps perdu. Personne. » Dans les jardins de la clinique, le soleil de Provence brillait sur une famille qui venait enfin de se retrouver. Mais dans l'ombre, des forces obscures se préparaient déjà à frapper. Le retour vers Paris se déroula dans un silence tendu. Isabelle dormait contre l'épaule de Sébastien, épuisée par l'émotion des retrouvailles et l'arrêt brutal de ses médicaments. Le Dodre, le moine, avait finalement accepté de la laisser partir, mais uniquement accompagnée d'une infirmière privée pour surveiller son sevrage. Élise regardait sa mère avec un mélange de joie et d'inquiétude. Isabelle avait des moments de lucidité parfaite, puis sombrait dans une confusion totale. 26 ans de neuroleptique ne s'effaçaient pas d'un coup de baguette magique. « Elle va s'en sortir », demanda-t-elle à voix basse à l'infirmière. « Avec le temps. Oui, son cerveau a besoin de se réhabituer à fonctionner normalement. Mais elle est solide, plus solide que beaucoup dans sa situation. » Raphaël Fontaine, lui, étudiait les documents que le Dodre, le moine, leur avait remis. Correspondance avec Victoire Delacroix, ordre de paiement, rapports médicaux falsifiés, de quoi faire tomber toute une conspiration. « Il nous manque encore des pièces du puzzle, » murmura-t-il. Le moine a parlé d'autres personnes impliquées, des gens puissants, à Neuilly-sur-Seine.
Victoire Delacroix faisait les 100 pas dans le salon de l'hôtel particulier, où elle avait trouvé refuge chez sa sœur Marguerite. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Des journalistes probablement. « Victoire, tu m'inquiètes », dit Marguerite en entrant avec un plateau de thé. « Tu ne tiens plus en place depuis ce matin. Ils ont trouvé Isabelle. » Sa sœur faillit lâcher le plateau. « Quoi? Comment est-ce possible? Mon imbécile de fils s'est mis en tête de jouer les justiciers. Avec cet enquêteur qu'il a engagé, ils sont remontés jusqu'à la clinique. Mais enfin, après toutes ces années, Isabelle ne peut plus rien dire, son état mental. Son état mental était parfaitement normal, explosa Victoire. On l'a maintenue sous camisole chimique pendant 26 ans, mais elle n'a jamais été malade. Marguerite s'effondra dans un fauteuil. Mon Dieu, Victoire, qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il fallait pour protéger l'avenir de Sébastien. Cette fille l'aurait détruit. Cette fille était enceinte de ton petit enfant. Justement, un bâtard qui aurait ruiné la réputation de la famille. Le téléphone de Victoire vibra. Cette fois, c'était un numéro qu'elle connaissait. Le DR, le moine. Allô? Victoire. La voix du médecin était paniquée. Il faut qu'on se voie, immédiatement. Patrice, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout. Les documents, les enregistrements, les preuves de paiement, votre fils et cet enquêteur, ils savent tout. Victoire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et Isabelle, ils l'ont emmenée, elle parle. Victoire, elle se souvient de tout. C'est impossible. Avec tous les médicaments que vous lui donniez, ça fait des années qu'elle fait semblant. Elle stockait ses pilules, les recrachait quand on avait le dos tourné. Elle était lucide, Victoire, lucide, et elle attendait son heure. Victoire raccrocha. Livide, 26 ans de mensonges qui s'écroulèrent d'un coup. Et maintenant, Sébastien revenait à Paris avec sa précieuse Isabelle et cette fille qui lui ressemblait tant. Le train arriva à Gare de Lyon en début de soirée. Sébastien avait organisé l'installation d'Isabelle dans une clinique privée du 16e arrondissement, spécialisée dans les sevrages médicamenteux. Pas question qu'elle retourne chez lui tant qu'elle n'était pas complètement rétablie. « Je veux voir Solange », dit Isabelle pendant qu'on l'installait dans sa nouvelle chambre. « Elle m'a écrit pendant des années. Je veux la remercier d'avoir pris soin de notre fille. » Élise échangea un regard inquiet avec Sébastien. Solange était mourante. Est-ce que les retrouvailles avec Isabelle lui feraient de plus de mal que de bien? « Maman, Solange est très malade, son cœur. Raison de plus pour que je la voie rapidement. » Le lendemain matin, Sébastien et Élise accompagnèrent Isabelle à Belleville. Le voyage en taxi fut silencieux, chacun appréhendant cette rencontre entre les deux femmes qui avaient élevé Élise. Solange les attendait, installée dans son fauteuil avec une bouteille d'oxygène à côté d'elle. Quand Isabelle entra, les deux femmes se regardèrent longuement, sans un mot. Solange, Isabelle s'approcha lentement. « Vous m'avez sauvée, toutes les deux. » Isabelle. Solange n'en croyait pas ses yeux. « Mon Dieu, comme vous avez souffert. » Elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant toutes les larmes qu'elles avaient retenues pendant des décennies. « Vous avez fait d'Élise une femme magnifique, » murmura Isabelle. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Elle est votre fille. Elle a votre courage, votre détermination. » Élise regardait cette scène surréaliste. Ces deux mères, enfin réunies, se consolant mutuellement d'avoir été séparées d'elle. Mais leur émotion fut interrompue par des coups violents frappés à la porte. « Police, ouvrez !» Raphaël fronça les sourcils. « J'ai un mauvais pressentiment. » Sébastien alla ouvrir. 3 hommes en costume se tenaient sur le palier. Mais quelque chose clochait. Leurs badges semblaient faux, leurs attitudes trop tendues. « Nous venons chercher Isabelle Garnier. Elle s'est échappée d'un établissement psychiatrique. Montrez-moi vos papiers, » dit Raphaël en s'interposant. L'un des hommes sortit une arme. « Écartez-vous. Cette femme est dangereuse. » Sébastien comprit immédiatement. Ces hommes n'étaient pas des policiers. Ils étaient envoyés par quelqu'un qui voulait récupérer Isabelle ou l'éliminer. « Courez !» cria-t-il à Élise et Isabelle. « Sortez par l'escalier de service. » Une bagarre éclata dans le salon. Raphaël, ancien flic, se battait contre 2 des hommes pendant que Sébastien tentait de désarmer le 3e. Mais ils étaient en infériorité numérique. Élise et Isabelle avaient atteint l'escalier quand un 4e homme apparut. Bloquant leur fuite, Élise reconnut immédiatement son visage, le déheur, le moine.
Vous ne pouviez pas rester tranquille, dit-il en sortant une seringue de sa poche. Victoire m'avait pourtant dit que vous finiriez par accepter la situation. Vous êtes fou, cria Élise. Laissez-nous partir. Trop tard, vous en savez trop maintenant, tous autant que vous êtes. Il s'approcha d'Isabelle, la seringue à la main. Une petite overdose accidentelle, très regrettable. Une patiente psychiatrique qui n'a pas supporté sa sortie de clinique. Ne la touchez pas. La voix venait de l'escalier. Solange était là, sa bouteille d'oxygène dans une main, un vieux pistolet dans l'autre. Solange, le déheur, le moine était stupéfait. Qu'est-ce que vous faites? Ce que j'aurais dû faire il y a 26 ans? Protéger cette famille. Vous ne tirerez pas. Vous n'avez jamais fait de mal à une mouche. Détrompez-vous. Solange arma le chien du pistolet. J'ai passé 25 ans à me reprocher de ne pas avoir eu le courage de vous dénoncer. Je ne laisserai pas Isabelle et Élise payer pour ma lâcheté. Le dedeur? Le moine hésita, puis se jeta sur Isabelle, la seringue tendue vers son cou. Le coup de feu claqua dans la cage d'escalier. Le moine s'effondra, la seringue roulant sur les marches. Du sang coulait de son épaule. Solange. Élise se précipita vers elle. L'effort avait été trop violent pour son cœur malade. Elle s'effondrait, la bouteille d'oxygène échappant de ses mains. Dans l'appartement, Sébastien et Raphaël avaient réussi à maîtriser leurs agresseurs. Mais en entendant le coup de feu, ils accoururent. « Appelez une ambulance !» cria Élise en tenant Solange dans ses bras. « Ma petite fille !» murmura Solange, les lèvres bleues. « Tu vas être heureuse maintenant, avec tes vrais parents. » Tante Solange, ne partez pas, restez avec moi. Mais Solange souriait déjà, ses yeux fixés sur un point au-delà d'eux. « Votre père, il vous aimait, Isabelle, il ne savait pas, pour le bébé. » Elle ferma les yeux et rendit son dernier souffle dans les bras d'Élise, ayant enfin expié sa culpabilité, en sauvant la famille qu'elle avait contribué à séparer. Dans le silence qui suivit, seuls résonnaient les sanglots d'Élise et les sirènes de police qui se rapprochaient enfin. Le doer, le moine, blessé mais conscient, regardait cette scène avec amertume. Sa longue complicité avec Victoire Delacroix venait de prendre fin de la plus brutale des façons. Et quelque part dans Paris, Victoire regardait les informations à la télévision, voyant son monde s'écrouler en direct. 3 semaines avaient été passées depuis les événements tragiques de Belleville. L'appartement de Solange avait retrouvé le silence. Mais pas la paix. Élise venait chaque jour trier les affaires de celle qui avait été sa mère pendant 25 ans, oscillant entre chagrin et colère, à la clinique du 16e arrondissement. Isabelle progressait de jour en jour. Les brouillards médicamenteux se dissipaient lentement, révélant une femme plus forte que personne n'avait osé l'espérer. D'ailleurs, Sarah Moreau, la psychiatre qui supervisait son rétablissement, était stupéfaite par sa résistance mentale. « Comment avez-vous tenu le coup pendant toutes ces années ?» lui demanda-t-elle lors d'une séance. Isabelle regardait par la fenêtre les arbres du parc qui verdissaient. « Ma fille, l'idée qu'elle était vivante quelque part, qu'elle grandissait, qu'elle m'attendait peut-être, c'est ce qui m'a empêché de sombrer vraiment. Vous saviez que le docteur, le moine mentait sur votre état. Pas au début, les premières années. J'étais vraiment confuse. Les médicaments, le choc, la douleur. Mais vers ma 5e année là-bas, j'ai commencé à comprendre. J'ai découvert qu'en stockant mes pilules sous ma langue et en les recrachant plus tard, je pouvais retrouver ma lucidité. Deur Moreau notait attentivement. Et vous avez fait semblant d'être malade pendant 20 ans. C'était ma survie. Si le moine avait su que j'étais lucide, il m'aurait probablement fait disparaître pour de bon. Alors je jouais la folle le jour. Et la nuit, j'écrivais des lettres à ma fille dans ma tête. Je préparais le jour où nous nous retrouverions. Dans le couloir, Sébastien attendait la fin de la séance. Ces dernières semaines, il avait passé chaque instant libre auprès d'Isabelle. Rattrapant le temps perdu, redécouvrant la femme qu'il avait aimée, elle avait changé. Bien sûr, les épreuves l'avaient vieillie, durcie, mais son essence était intacte. « Comment elle va ?» demanda-t-il quand dehors, Moreau sortit, remarquablement bien. « Elle pourra sortir d'ici dans quelques jours, mais il lui faudra du temps pour se réadapter au monde extérieur. 26 ans, c'est long. Elle ne sera pas seule. » Sébastien entra dans la chambre. Isabelle l'accueillit avec ce sourire qui l'avait fait craquer 27 ans plus tôt. « Alors, verdict, tu sors vendredi. » Il s'assit près d'elle, prit ses mains dans les siennes.
J'ai trouvé une maison, pas trop grande, avec un jardin à Versailles, loin de tout ce chaos. Et Élise, elle viendra quand elle sera prête. Pour l'instant, elle a besoin de faire le deuil de Solange. » Isabelle hocha la tête. Elle comprenait la douleur de sa fille. Élise avait perdu la seule mère qu'elle avait vraiment connue, celle qui l'avait élevée avec amour malgré les mensonges. « Tu sais ce qui me fait le plus mal, » murmura Isabelle. « C'est qu'elle est morte, en se sentant coupable. Solange a passé 25 ans à se reprocher de ne pas m'avoir aidée à m'échapper, alors qu'au contraire, elle nous a sauvés toutes les deux. » À Belleville, Élise fouillait dans les papiers de Solange quand elle tomba sur une enveloppe marquée « À lire après ma mort ». À l'intérieur, une lettre qui lui était adressée. « Ma petite Élise, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te les dire de vive voix. J'espère que tu as retrouvé tes parents, que vous formez enfin la famille que vous auriez dû être depuis le début. Je veux que tu saches que ces 25 années avec toi ont été les plus belles de ma vie. Tu m'as donné un sens, une raison de me lever chaque matin. Tu as transformé ma culpabilité en amour. Oui, j'ai fait des choix discutables. J'ai accepté l'argent de Victoire Delacroix. J'ai participé à cette mascarade, mais j'ai aussi sauvé un bébé innocent des griffes d'une femme sans cœur. Et ce bébé, c'était toi. Ne me juge pas trop sévèrement, ma chérie. Dans l'imperfection de nos vies, nous avons créé quelque chose de beau. Une famille aimante, c'est ça. Notre victoire sur ceux qui ont voulu nous détruire. Sois heureuse avec tes vrais parents. Mais n'oublie pas que tu as aussi été ma fille, et que je t'aime pour l'éternité. Solange. Élise s'effondra en larmes sur la lettre. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférent à sa douleur, mais cette lettre lui apportait enfin la paix qu'elle cherchait depuis des semaines. Au palais de justice, l'affaire Delacroix-Garnier faisait sensation. Le dehors, le moine, remis de sa blessure, avait décidé de coopérer avec la justice. Ces révélations étaient accablantes pour Victoire. Madame Delacroix m'a contacté en février 1999, déclara-t-il au juge d'instruction. Elle venait d'apprendre que son fils était sur le point de demander Isabelle Garnier en mariage. Une institutrice de banlieue, selon ses termes, elle ne pouvait pas accepter cette mésalliance. Et vous avez accepté de l'aider. Elle m'a proposé une somme considérable. Ma clinique traversait des difficultés financières. J'ai accepté de falsifier un certificat de décès et de prendre en charge Isabelle après l'accouchement. Comment avez-vous procédé pour l'enlèvement ? Victoire s'est présentée à Isabelle comme une assistante sociale. Elle lui a dit qu'il y avait des complications avec son dossier de mariage, qu'elle devait l'accompagner pour régler les formalités. Isabelle, enceinte de 8 mois, lui a fait confiance. Et ensuite, une fois dans la voiture, Victoire l'a endormie avec un somnifère puissant. Nous l'avons conduite à ma clinique privée où j'ai provoqué l'accouchement, puis je l'ai transférée à Sainte-Hélène sous un faux diagnostic. Le juge prenait des notes, visiblement écœuré par ce qu'il entendait. Et le bébé ? Victoire voulait le faire adopter discrètement, mais Solange Morel, l'infirmière qui assistait à l'accouchement, s'y est opposée. Elle a proposé de prendre l'enfant. Moyennant une compensation financière, Victoire a accepté, préférant contrôler la situation plutôt que de risquer que l'enfant refasse surface un jour. Dans une cellule de la santé, Victoire Delacroix attendait son procès, à 76 ans. Cette femme qui avait régné sur l'empire familial pendant des décennies se retrouvait seule, abandonnée même par ses avocats qui refusaient de défendre l'indéfendable. Sa sœur Marguerite était venue la voir une seule fois, pour lui dire qu'elle avait honte d'être sa sœur et qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans ce parloir. « Pourquoi ?» lui avait-elle demandé. « Pourquoi avoir détruit tant de vies pour des questions d'argent et de rang social ? Tu ne comprends pas ?» avait répondu Victoire. « Notre famille, notre nom, notre héritage, tout ça méritait d'être protégé, au prix de l'enfermement d'une innocente, au prix de la séparation d'une mère et de son enfant. » Victoire n'avait pas répondu. Comment expliquer à sa sœur que pour elle, l'honneur familial passait avant tout ? Que sacrifier quelques individus pour préserver un empire lui semblait justifié. Maintenant, seule dans sa cellule, elle mesurait l'ampleur de sa défaite. Sébastien ne lui adresserait plus jamais la parole. Sa petite fille la haïssait. Son nom serait à jamais associé à l'un des scandales les plus sordides de la décennie. Le vendredi suivant, Isabelle sortit de la clinique. Sébastien l'attendait avec une voiture, direction leur nouvelle maison à Versailles. Élise les accompagnait, encore fragile,
mais décidé à rattraper le temps perdu avec ses parents. La maison était parfaite, ni trop grande ni trop petite, avec un jardin fleuri où trônait un jeune jacaranda que Sébastien avait fait planter spécialement. C'était l'arbre préféré d'Isabelle quand elle était jeune, expliqua-t-il à Élise. Elle disait que ces fleurs violettes lui rappelaient que la beauté existait même dans les moments difficiles. Isabelle caressa l'écorce lisse de l'arbre, émue. « Tu te souvenais ? Je me souviens de tout. Chaque détail, chaque moment passé ensemble. C'est tout ce qui m'a permis de tenir pendant ces années. » Ce soir-là, pour la première fois depuis 26 ans, Sébastien et Isabelle se retrouvèrent seuls, dans leur chambre, dans leur maison. Ils se regardèrent longuement, reconnaissant dans les yeux de l'autre l'amour qui n'avait jamais faibli. « J'ai peur, » murmura Isabelle. « Peur que ce soit un rêve. Peur de me réveiller dans cette chambre d'hôpital. » Sébastien la prit dans ses bras, comme il l'avait fait 1000 fois dans ses rêves. « C'est réel, mon amour. Nous sommes libres. Enfin. » Dehors, le jacaranda bruissait doucement dans le vent du soir. Gardien silencieux d'une famille qui venait enfin de se retrouver, 6 mois plus tard, le palais de justice de Paris bourdonnait d'activité. L'affaire Delacroix contre Garnier, comme l'avaient surnommé les médias, était devenue le procès de l'année. Les couloirs étaient envahis de journalistes, de curieux et de familles qui avaient reconnu dans cette histoire l'écho de leur propre tragédie. Victoire Delacroix entra dans le box des accusés avec la même prestance qu'autrefois, mais ses cheveux blancs et son teint cireux trahissaient les ravages de ses mois de détention. À 76 ans, elle faisait face à des accusations de kidnapping, séquestration, faux témoignages et corruption. L'accusée peut-elle décliner son identité ? Demanda le président du tribunal. Victoire Marie-Claire Delacroix, née Beaumont, 76 ans, sans profession. Dans le public, Sébastien serrait la main d'Isabelle. Sa mère avait toujours eu cette capacité à paraître digne même dans les pires moments. Aujourd'hui, cette dignité sonnait faux. « Madame Delacroix, » reprit le président. « Vous êtes accusée d'avoir organisé l'enlèvement d'Isabelle Garnier en février 1999, alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Que répondez-vous à ces accusations ?» Victoire redressa les épaules. « Je nie ces accusations. J'ai agi pour protéger l'avenir de mon fils et l'honneur de ma famille. » Un murmure parcourut l'assistance. Même face aux preuves accablantes, elle persistait dans sa version. L'avocat général se leva, un dossier épais entre les mains. « Madame Delacroix, nous avons ici les relevés de vos comptes offshore, 2 millions d'euros versés au DR. Le moine sur 26 ans, 600 000 euros versés à Solange Morel pour qu'elle se taise. Comment expliquez-vous ces sommes ? Ces versements étaient des actes de charité, le dodeur. Le moine dirigeait une clinique qui aidait les malades mentaux. Mademoiselle Morel était une femme seule qui élevait un enfant. J'aidais comme je le pouvais. Des actes de charité qui nécessitaient des sociétés écrans aux îles Caïmans. Victoire ne répondit pas, fixant un point au-delà de la salle d'audience. Le procureur fit alors appeler Isabelle à la barre. Celle-ci se leva lentement, sa main tremblant légèrement, malgré sa guérison remarquable. Témoigner face à celle qui avait détruit sa vie représentait une épreuve immense. « Madame Garnier, pouvez-vous nous raconter les événements du 15 février 1999 ?» Isabelle prit une inspiration profonde. « J'étais enceinte de 8 mois. J'habitais un petit appartement à Montreuil et j'enseignais dans une école primaire du quartier. Ce jour-là, vers 15 heures, une femme élégante a sonné à ma porte. Pouvez-vous identifier cette femme ? Oui, c'est Madame Delacroix. Elle pointa du doigt l'accusée. Elle s'est présentée comme une assistante sociale. Elle m'a dit qu'il y avait un problème avec mon dossier de mariage, que je devais l'accompagner à la mairie pour régler des formalités administratives. Et vous l'avez cru. J'étais jeune, enceinte, inquiète pour l'avenir de mon bébé. Quand quelqu'un d'aussi respectable vous dit qu'il y a un problème administratif, vous suivez. Que s'est-il passé ensuite ? Dans la voiture, elle m'a offert un bonbon à la menthe. Je me souviens du goût étrange. Puis plus rien jusqu'à mon réveil dans cette clinique clandestine. Isabelle marqua une pause, ses yeux se remplissant de larmes. Quand je me suis réveillée, j'avais mal partout. Mon ventre était plat. On m'a dit que mon bébé était mort-né, que j'avais eu un accident de voiture, mais je n'avais aucune blessure. Je savais qu'on me mentait. Qu'avez-vous fait ? J'ai réclamé mon bébé. J'ai voulu voir son corps, l'enterrer dignement. Le DR, le moine m'a dit que c'était impossible, que le trauma était trop important pour moi. Plus j'insistais, plus
Plus il me disait que j'étais malade, que je délirais, et c'est là qu'il vous a fait interner. Oui, schizophrénie paranoïaque avec épisodes délirants. Tous mes souvenirs réels étaient là catalogués comme des hallucinations pendant 26 ans. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Victoire regardait ses mains, refusant de croiser le regard d'Isabelle. « Madame Garnier », reprit doucement le procureur, « comment avez-vous survécu à cette épreuve ? L'espoir que ma fille était vivante quelque part. La nuit, quand je parvenais à éviter les médicaments, je lui écrivais des lettres dans ma tête. Je lui racontais ma vie d'avant, mes rêves pour elle. C'est ça qui m'a empêchée de devenir vraiment folle. » Quand Isabelle regagna sa place, Sébastien lui prit la main. Elle tremblait de tous ses membres, mais elle avait tenu bon. Ce fut ensuite au tour d'Élise de témoigner. À 25 ans, elle incarnait tout ce que Victoire avait voulu empêcher. Une jeune femme brillante, équilibrée, qui n'avait rien à envier aux enfants de la bourgeoisie parisienne. Mademoiselle Morel Garnier de la Croix, commença l'avocat de la partie civile. Comment avez-vous vécu la découverte de vos véritables origines ? Comme un séisme, toute ma vie reposait sur des mensonges. Mais paradoxalement, pour la première fois, tout prenait sens. Ces migraines inexpliquées quand je rencontrais certaines personnes, cette sensation de manque permanent. Mon corps savait ce que mon esprit ignorait. Que ressentez-vous aujourd'hui envers l'accusé ? Élise regarda longuement Victoire. De la pitié, cette femme a sacrifié sa propre humanité pour défendre des valeurs qui n'en valaient pas la peine. Elle a détruit 3 vies, dont celle de son fils, pour préserver un honneur familial imaginaire. Vous ne lui en voulez pas ? Si, bien sûr, mais la haine m'empêcherait de construire l'avenir avec mes parents. Solange m'a appris le pardon. C'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait me laisser. Le déheur, le moine témoigna ensuite, répétant ce qu'il avait déjà avoué aux enquêteurs. Sa coopération avec la justice lui vaudrait une réduction de peine. Mais il écoperait tout de même de 15 ans de prison ferme. « J'ai été aveuglé par l'appât du gain », déclara-t-il. « Madame Delacroix m'a promis de sauver ma clinique en échange de mes services. Je n'ai pas mesuré l'horreur de ce que je faisais. » Quand vint l'heure des plaidoiries, l'avocat de Victoire tenta une défense désespérée. « Mesdames et messieurs les jurés, ma cliente est une femme de 76 ans qui a consacré sa vie à sa famille. Ses actes, certes répréhensibles, étaient guidés par l'amour maternel. Elle pensait sincèrement protéger son fils d'une union qui l'aurait mené à sa perte. » Protéger son fils. L'avocat général se leva, indigné. En le privant de la femme qu'il aimait et de sa fille, en condamnant une innocente à 26 ans d'enfermement, en séparant une mère de son enfant, si c'est ça l'amour maternel, je préfère encore l'indifférence. Les jurés délibérèrent pendant 3 heures. Quand ils revinrent, le verdict était sans appel. Victoire Delacroix était reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Elle était condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Compte tenu de l'âge de l'accusé et de l'absence d'antécédents, précisa le président, la Cour fixe la période de sûreté à 15 ans. Victoire accueillit le verdict sans broncher. 15 ans de prison à son âge équivalait à une condamnation à mort. Elle ne reverrait jamais la liberté. Pendant qu'on l'emmenait, elle croisa le regard de Sébastien une dernière fois. Il n'y avait plus ni colère ni tristesse dans ses yeux, juste de l'indifférence. Pour Victoire, c'était pire que la haine. « Maman !» cria-t-elle soudain. « Sébastien, je suis ta mère. » Mais il s'éloignait déjà. Isabelle et Élise à ses côtés, sans se retourner, sur les marches du palais de justice, la famille reconstituée fit face aux journalistes. « Monsieur Delacroix, êtes-vous satisfait du verdict ? La justice a été rendue, mais le plus important, c'est que nous soyons enfin réunis. Isabelle, Élise et moi allons pouvoir construire l'avenir qui nous a été volé. Mademoiselle Garnier Delacroix, allez-vous changer de nom ? J'ai décidé de garder les 3, Morel, Garnier et Delacroix. Morel pour Solange qui m'a élevée avec amour. Garnier pour ma mère qui n'a jamais renoncé à me retrouver. Delacroix pour mon père qui m'a cherché pendant 26 ans. Ces 3 noms racontent mon histoire. Et que comptez-vous faire maintenant ? Nous allons créer une fondation, répondit Sébastien. La fondation Isabelle Solange. Pour aider les familles séparées à se retrouver, personne ne devrait vivre ce que nous avons vécu. Ce soir-là, dans leur maison de Versailles, Isabelle, Sébastien et Élise plantèrent 3 rosiers dans leur jardin, un pour chaque année de séparation qu'ils avaient vécue. « Il nous reste tant d'années à rattraper », murmura Isabelle en arrosant les jeunes plants. « Nous avons le reste de notre vie pour ça. »
répondit Sébastien en l'embrassant, et pour la première fois depuis 26 ans, l'avenir leur appartenait vraiment. 1 an plus tard, le jacaranda avait grandi. Ses branches s'étoffaient, promettant de magnifiques floraisons violettes pour les années à venir. Isabelle l'arrosait chaque matin, rituel paisible qui marquait le début de ses journées retrouvées. « Tu lui parles encore ?» demanda Sébastien en sortant sur la terrasse avec 2 tasses de café. « Toujours. Je lui raconte notre bonheur. Je crois qu'il comprend. » Elle sourit et accepta la tasse fumante. « Tu sais ce que c'est aujourd'hui. Le 15 avril, l'anniversaire d'Élise, ses 26 ans, et notre premier anniversaire officiel, 1 an que nous nous sommes retrouvés. » Sébastien l'embrassa tendrement. « Joyeux anniversaire, mon amour. À nous tous. » Ces 12 derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions, de reconstruction, de découvertes mutuelles. Isabelle avait dû réapprendre le monde, les nouvelles technologies, les changements sociaux, les petites évolutions du quotidien qui marquent le passage du temps. Sébastien l'accompagnait dans chaque découverte avec la patience d'un amoureux éternel. Élise arriva vers 11h, les bras chargés de fleurs du marché de Versailles. Elle rayonnait. Ces derniers mois, elle s'était épanouie comme une plante longtemps privée de soleil. Retrouver ses parents lui avait donné cette assurance tranquille qu'elle avait toujours cherchée. « Bon anniversaire, ma chérie », dit Isabelle en la serrant contre elle. Ce geste, si naturel maintenant, avait été appris, réappris, savouré jour après jour. « Merci, maman ». Le mot coulait naturellement maintenant. Fini les hésitations des premiers mois. Papa n'est pas là. Il prépare sa surprise dans le salon. Il refuse de me dire ce que c'est. Élise sourit. Ces derniers mois, Sébastien avait développé une passion pour les surprises familiales, comme s'il rattrapait toutes les fêtes d'anniversaire manquées, tous les Noëls perdus, au fait, dit Élise en arrangeant les fleurs dans un vase. J'ai du nouveau pour la fondation. La fondation Isabelle Solange avait vu le jour 6 mois plus tôt. Élise en était devenue la directrice générale. Y consacrant toute son énergie, en quelques mois, ils avaient déjà aidé 12 familles à se retrouver, financé des recherches généalogiques, créé un réseau d'entraide pour les victimes d'enlèvements familiaux. Raconte. Tu te souviens de l'affaire Martineau, le petit garçon enlevé par son père en 2010? Celui dont la mère nous a contactés le mois dernier? Exactement. Nos enquêteurs l'ont localisé en Argentine. Il a maintenant 15 ans, il va bien. Et son père a accepté qu'il reprenne contact avec sa mère. Isabelle sourit, les larmes aux yeux. Encore une famille réunie. Grâce à Solange. Sans son histoire, sans sa culpabilité transformée en force, nous ne serions pas là. Elles observèrent une minute de silence. Solange était présente partout dans cette nouvelle vie, dans le nom de la fondation, dans les valeurs qu'elle avait transmises à Élise, dans cette capacité au pardon qui avait permis à la famille de se reconstruire. Sébastien apparut enfin, un sourire mystérieux aux lèvres. « Les dames sont prêtes pour la surprise. »« Nous t'attendons depuis 1 heure, » protesta Élise. « Patience. Ma fille, les bonnes choses demandent du temps. » Il les conduisit vers le salon où les attendait un homme d'une 50aine d'années, en costume sombre, porte-documents à la main. « Permettez-moi de vous présenter Maître Dubois, notaire. » Isabelle et Élise échangèrent un regard intrigué. « Mesdames, » commença le notaire, « Monsieur Delacroix m'a chargé d'établir certains documents. » Il sortit une chemise de son porte-documents et l'ouvrit cérémonieusement. Premièrement, l'acte de donation de la moitié des biens de Monsieur Delacroix à la Fondation Isabelle Solange. Élise sursauta. « Papa, tu n'es pas obligé de... »« Si, ma chérie, cette fortune, je l'ai bâtie en pensant qu'elle servirait à mes enfants. Tu es mon enfant, et tu as choisi d'aider les autres. Cette fondation, c'est notre façon de transformer le mal qu'a fait ma mère en force positive. » Deuxièmement, reprit le notaire, l'acte de mariage. Il tendit un document à Sébastien, qui se tourna vers Isabelle, soudain émue. « Isabelle Garnier, il y a 27 ans, j'ai voulu te demander en mariage. Ma mère m'en a empêché par le crime le plus abject. Aujourd'hui, devant notre fille, je renouvelle ma demande. Veux-tu être ma femme ?» Isabelle regarda cet homme qui l'avait attendu 26 ans, qui avait remué ciel et terre pour la retrouver, qui avait renoncé à sa mère pour elle. « Oui, Sébastien. 1000 fois oui. » Il sortit alors de sa poche un écrin qu'elle reconnut immédiatement, la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte en 1998, celle qu'il avait gardée précieusement pendant toutes ces années d'absence. « Je n'ai jamais cessé de croire que je la remettrais un jour à ton doigt. »
La bague glissa parfaitement, comme si ces 26 années n'avaient été qu'une parenthèse. « Quand » demanda Isabelle, les joues mouillées de larmes. « Samedi prochain, dans le jardin, sous le jacaranda, juste nous trois et quelques proches. Simple, comme nous l'avions rêvé. Troisièmement, dit le notaire en souriant, l'acte de reconnaissance anticipé. Il tendit un autre document à Élise. Mademoiselle, voici l'acte de naissance que votre père aurait dû signer il y a 26 ans. Vous êtes officiellement reconnue comme Élise Garnier de Lacroix, fille légitime de Sébastien de Lacroix et d'Isabelle Garnier. Élise regarda le document, émue, son nom complet. Enfin, sa vraie identité, reconnue par la loi. Merci, papa, pour tout. Ils s'embrassèrent tous les trois. Famille enfin complète, enfin légale, enfin libre. Le samedi suivant, le jardin de Versailles était décoré de roses blanches et de jacarandas en fleurs. Quelques invités seulement, Raphaël Fontaine, qui était devenu un ami proche, Docteur Sarah Moreau, qui avait accompagné Isabelle dans sa guérison, quelques collègues d'Élise de la Fondation. Isabelle était resplendissante dans une robe de soie crème, simple et élégante. Sébastien portait un costume gris anthracite qui soulignait ses cheveux grisonnants. Élise, en robe de demoiselle d'honneur violet tendre, les regardait avec l'amour infini d'une fille pour ses parents. « Mes chers amis, » commença le maire de Versailles, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une union exceptionnelle, celle de deux êtres que le destin a séparés pendant 26 ans, mais que l'amour a finalement réunis. » Il s'interrompit, ému par la beauté du moment. Autour d'eux, la nature semblait participer à la cérémonie. Les oiseaux chantaient, une brise légère faisait danser les pétales de jacaranda. « Sébastien, acceptez-vous de prendre Isabelle pour épouse, dans la joie comme dans les épreuves, pour le meilleur et pour le pire ?»« Oui, je le veux, aujourd'hui comme il y a 26 ans, pour l'éternité. »« Isabelle, acceptez-vous de prendre Sébastien pour époux, dans la joie comme dans les épreuves, pour le meilleur et pour le pire. Oui, je le veux. Il m'a attendu un quart de siècle. Il mérite tout mon amour pour le quart de siècle à venir. » Quand ils échangèrent leurs alliances, les mêmes qu'ils avaient choisies ensemble en 1998, un silence religieux tomba sur l'assemblée. Même le vent semblait retenir son souffle. « Je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. » Leur baiser fut long, tendre, chargé de toutes les années perdues et de toutes celles à venir. Le soir, après le départ des invités, la famille se retrouva dans le jardin. Le soleil se couchait, dorant la façade de leur maison de ses derniers rayons. « On a réussi », murmura Isabelle en regardant ces deux amours. « Réussi quoi ?» demanda Élise. « À transformer le mal en bien, à prouver que l'amour est plus fort que la haine, à montrer que certains liens ne peuvent jamais être brisés, même par les pires épreuves. » Sébastien la serra contre lui. Victoire pensait détruire notre bonheur. En réalité, elle l'a rendu plus précieux encore. « Et Solange ?» demanda Élise. « Tu crois qu'elle nous voit ?»« J'en suis sûre. » Elle sourit quelque part, fière de sa petite fille devenue une femme magnifique. Ils plantèrent ce soir-là un dernier jacaranda, juste à côté du premier. Celui-ci porterait le nom de Solange, en hommage à celle qui avait sauvé leur histoire en acceptant de porter le poids du mensonge. « Dans 20 ans, » dit Sébastien en tassant la terre autour des racines, « ces arbres formeront une magnifique voûte fleurie, et nous serons toujours là pour les voir grandir, » ajouta Isabelle. « Avec peut-être des petits-enfants qui joueront dans ce jardin, » rêva Élise. La nuit tombait sur Versailles, douce et apaisante, dans une cellule de la prison de la Santé. Victoire de Lacroix regardait par sa petite fenêtre les étoiles qu'elle ne pouvait plus toucher. Elle avait tout perdu, son fils, sa famille, sa liberté, son honneur. Mais quelque part, dans un jardin qu'elle ne verrait jamais, fleurissait l'amour qu'elle avait voulu détruire. Et c'était finalement la plus belle des victoires.